Развитие. Prospective. Exchange. Territory. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission mensuelle du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors aujourd'hui, nous avons un invité un peu particulier, puisque nous recevons un ancien Premier ministre. C'est assez peu courant dans l'émission, tant plus que vous n'êtes pas très nombreux dans la corporation. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Alors comme d'habitude, Philippe Audic, le président du Conseil, nous accompagne dans cet exercice. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous intervenez quand vous voulez, évidemment. Alors avec vous, Jean-Marc Ayrault, nous n'allons pas parler de la vie politique. Vous auriez sûrement beaucoup à dire, mais ça nécessiterait plusieurs émissions et sans doute des gens plus compétents que nous pour vous interroger sur le sujet. Alors, nous allons parler de votre fonction actuelle, qui est celle de président d'une nouvelle institution nationale, qui est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Fonction que vient de vous confier officiellement le président de la République. Alors, cette fondation avait été initiée par François Hollande en 2016. Un rapport de préfiguration avait été publié par Lionel Sinsou. Vous aviez été sollicité pour mettre en place cette institution en 2017. Avec la décision officielle du président de la République, là, une nouvelle étape est franchie. Alors, cette nomination n'est évidemment pas étrangère à l'action que vous avez conduite comme maire de Nantes, et qui s'incarne ici dans le mémorial de l'abolition de l'esclavage et dans un travail continu et permanent de réintégration dans la mémoire collective nantaise du passé de la traite négrière. Cette action nantaise a été quand même plutôt exemplaire et reconnue comme telle par la communauté internationale, et elle illustre, je crois, pas assez bien la nécessité pour réconcilier de savoir passer du ressassement au dépassement, comme selon la formule bien connue d'Édouard Glissant. Alors, cette présidence d'une nouvelle institution nationale n'est donc pas déconnectée de vos engagements, c'est tout sauf une fonction honorifique, puisque les sujets traités sont aujourd'hui au cœur des enjeux contemporains. L'esclavage n'a pas disparu, puisqu'il concerne aujourd'hui encore, selon les Nations Unies, entre 20 et 30 millions de personnes dans le monde. Et d'ailleurs, même maintenant, si on se promène la nuit dans certaines rues, on constate que l'esclavage, il est toujours présent. Alors, comme d'habitude, dans cette émission, ma première question est un peu personnelle, c'est la tradition. Compte tenu de votre expérience, vous auriez pu choisir de prendre un peu de recul, de porter un regard un peu distancié sur le monde. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Qu'est-ce qui vous anime pour conduire cette nouvelle mission ? Écoutez, j'ai pris quand même beaucoup de recul parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai exercé beaucoup de responsabilités importantes, aussi bien au niveau local, comme maire de Nantes, pendant 23 ans, plus Saint-Herblain 12 ans, donc ça fait quand même très très longue carrière de responsable politique local, et puis au niveau de l'État, puisque j'ai été Premier ministre, puis ministre des Affaires étrangères, après une longue période parlementaire. Donc j'ai pris du recul, puisque j'ai décidé de plus être candidat à un mandat électif, de préparer ma succession, c'est le cas à Nantes, et ça marche bien avec Johanna Roland, mais aussi de rester un acteur citoyen. C'est pas parce qu'on prend du recul qu'on est simplement un observateur. Donc là, j'ai eu cette opportunité d'un engagement bénévole pour une cause qui m'est chère, que vous venez très bien de rappeler. Et d'ailleurs, vous avez eu raison de citer Édouard Glissant. Parce que, en fait, au-delà de sa formule qui ramasse une partie de la problématique, mais on y reviendra, Édouard Glissant avait été chargé par Jacques Chirac, président de la République, de rédiger un premier rapport. Et il a fallu attendre un deuxième rapport, celui de Lionel Sinsou, commandé par François Hollande, pour qu'on passe un peu plus à l'action que ce qui avait été fait précédemment au niveau de l'État. Parce que là, il s'agit bien d'une démarche nationale et pas simplement une démarche locale, celle que j'ai entreprise il y a déjà de longues années à Nantes, mais là aussi, si vous voulez, on pourra y revenir pour expliquer. Donc ce rapport Glissant préconisait lui aussi de créer une institution, un centre national, c'était son expression, ou une fondation, c'est la même démarche, les mêmes préconisations. Simplement, lorsque ce rapport est sorti, il y a eu ensuite l'élection présidentielle de 2007, et c'est Nicolas Sarkozy qui a été élu et qui n'a pas souhaité donner suite à ces propositions, sous prétexte de ressasser justement et de diviser en battant sa coupe. C'est-à-dire cette fameuse idée que quand on parle de l'histoire, même la plus douloureuse, c'est une forme de repentance. Eh bien, c'est pas du tout la démarche que j'ai eue, moi, depuis toujours, à la fois comme maire de Nantes, mais aussi dans celle que je dois porter pour mettre en place cette fondation.
Cette fondation, alors finalement, elle va prendre quelle forme, quels moyens? C'est une fondation d'utilité publique. Il existe plusieurs formes de fondation, donc c'est plus exigeant, une fondation d'utilité publique, mais ça lui donne de la solidité, de la garantie, et notamment par les institutions de la République, puisque pour être reconnu fondation d'utilité publique, il faut remplir un certain nombre de conditions juridiques, de projets et aussi financières, et c'est le Conseil d'État qui est saisi et qui ensuite se prononce pour valider cette future fondation. Donc nous sommes actuellement en plein travail pour préparer le dépôt d'un projet donc il faut rédiger des statuts, définir des objectifs pour que le Conseil d'État puisse, avant la fin de l'année, être saisi de ce projet. Et par ailleurs, il faut effectivement chercher des financements. Donc la campagne de financement d'appel aux dons de donateurs privés, individuels ou personnes morales, vient d'être lancée. Cette fondation, elle sera d'ailleurs installée dans un lieu assez symbolique. Oui. Alors, elle sera installée à l'hôtel de la Marine. Alors, il ne coupera pas tous les lieux parce que c'est très très grand, l'hôtel de la Marine, qui est actuellement en chantier, qui est un magnifique lieu du patrimoine français et qui est très lié à cette histoire. Alors, c'était l'hôtel de la Marine, mais c'était aussi le ministère des colonies. Donc, en 1848, c'est là que Victor Schœlcher signe le décret d'abolition. Il y a encore son bureau qui sera ouvert au public. Et dans cet ensemble patrimonial, la Fondation aura son siège et un certain nombre de bureaux, de salles de réunion pour pouvoir travailler. Mais ce n'est pas un lieu qui sera forcément ouvert au public. Les initiatives que prendra la Fondation pourront proposer d'autres opportunités. Mais en tout cas, c'est un choix symbolique. Et j'ai dit lieu de la signature de l'abolition de l'esclavage, mais il faut savoir qu'après l'abolition de l'esclavage, il va y avoir une poursuite et une amplification de la politique coloniale de la France. Et que l'histoire que nous devons nous approprier ou nous réapproprier dans toutes ses dimensions, c'est à la fois l'histoire de la traite, c'est à la fois l'histoire de l'esclavage, mais c'est aussi les suites. Parce qu'on sait bien qu'il y a un lien, alors qui n'est pas sans rapport étroit entre la période de colonisation dans le cadre de l'esclavage et de ce qui se poursuivra par la suite. Parce que même si les personnes qui vont devenir citoyennes de la République ont un nom, un statut, les inégalités vont se poursuivre dans les anciennes colonies françaises, dans les territoires ou départements d'outre-mer. Et quant aux colonies françaises, je pense aux colonies d'Afrique, particulièrement, bien les habitants de ces territoires, de ces pays, seront pas considérés comme des citoyens à part entière, pas comme des esclaves, pas comme des sous-hommes, mais malgré tout, on avait d'ailleurs, vous vous souvenez, un statut dans certains pays qui était le statut de l'indigénat, donc on voyait bien qu'il y avait une différence, et donc il a fallu attendre les indépendances pour qu'on écrive une autre page de l'histoire. Et pour que cette autre page de l'histoire soit écrite de façon équitable, partagée, il est très important à la fois que l'histoire de la traite et de l'esclavage soit pleinement racontée et que tous puissent se l'approprier dans notre pays, mais que la dimension internationale, la dimension notamment avec les pays d'Afrique, mais aussi d'autres continents, soit pleinement, intègre pleinement cette dimension de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le passé si on veut construire ensemble un présent et un avenir qui soit solide et stable. Philippe. Oui, donc ce que je comprends au travers de ce que vous venez de nous indiquer, c'est que la Fondation aura cette mission. Absolument. Relative à l'histoire. Oui. Et par ailleurs, quelles seront ces autres missions? Je pense qu'on a évoqué l'esclavage contemporain, donc ça fait oui, partie... alors ça c'est juste, pardon de vous couper, Philippe Audic, mais je pense que Gabriel Vitré a raison, qu'il ne faut pas oublier que l'action portera aussi sur la prise de conscience nécessaire sur toutes les formes contemporaines d'esclavage qui existent à l'échelle mondiale, et vous avez donné un chiffre qui est parfois controversé sur les chiffres près, les détails précis du chiffre, mais la masse des gens qui sont aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants qui sont aujourd'hui dans des situations d'esclavage est encore considérable à l'échelle mondiale.
c'est les Nations Unies qui donnent des chiffres. Hein. Alors, c'est 30-40 millions de personnes. Évidemment, si ça varie dans les chiffres, c'est parce que on peut rentrer dans les détails de la définition de ce qu'est l'esclavage basé sur des raisons juridiques et de ce qu'est l'esclavage de fait. Hein, l'exploitation sexuelle des femmes, des enfants, les trafics humains, les trafics d'organes, les travails forcés. Et puis après, il y a la dimension du travail dans des conditions absolument épouvantables. Vous savez bien, on a tous en mémoire ces travailleurs du textile du Bangladesh, travaillant dans des conditions épouvantables en termes de sécurité, d'hygiène, et puis aussi on a vu que combien on était parfois inconscient lorsqu'on achète des vêtements, que des conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. Donc je pense que au-delà de ces questions, c'est quelle mondialisation veut-on pour l'avenir, et donc en prenant en compte aussi cette dimension. Et ça fait partie de nos responsabilités d'éclairer, non pas de tout gérer, hein, et c'est pas, nous n'avons pas prétention à tout faire, mais au moins d'éclairer et d'aider à la prise de conscience et de responsabilité. Et en ça, c'est bien de considérer l'esclavage comme faisant partie de l'histoire nationale. Alors, d'abord, la première chose que nous voulons faire, c'est pleinement intégrer dans le récit national cette dimension de notre histoire, hein, et avec ses prolongements colonialistes. Donc, je crois qu'il faut vraiment être très très clair sur ce sujet. Et là, il n'y a pas à chercher à régler des comptes ou à diviser. Il s'agit de travailler à la connaissance de l'histoire et de partager cette mémoire. C'est pas dans un but d'être plus fort et plus libre ensemble. Et je voudrais revenir un instant, si vous voulez bien, sur l'expérience nantaise. Parce qu'il y a eu en 1985, moi j'étais pas encore maire à l'époque, j'étais à Saint-Herblain, mais il y avait eu une tentative au moment du 300e anniversaire du Code Noir, c'est-à-dire ce document juridique établi du temps de Louis XIV par Colbert, définissant les droits et les pouvoirs des propriétaires d'esclaves, hein, et définissant le statut de sous-homme des esclaves, donc qui étaient considérés comme des biens immeubles qu'on pouvait acheter et revendre. Donc c'était inscrit dans un code, et qui a duré jusqu'à l'abolition, en quelque sorte, de l'esclavage. Et donc en 1985, un collectif d'associations nantaises, les associations ont toujours été précurseurs sur ces questions, et je tiens à saluer leur action, qui continue d'ailleurs. Et puis des historiens, des chercheurs de l'Université de Nantes envisageaient d'organiser un grand événement de commémoration et aussi de discussion, de débat, d'ouvrir les esprits sur notre histoire nantaise et au-delà l'histoire française. Et il y a eu un blocage, en quelque sorte, de la municipalité de l'époque, mon prédécesseur, hein, pour tout lire, Michel Chauty, sans doute par peur, par crainte. L'argument, c'était on va diviser, on va déchirer, et il vaut mieux tourner la page et éviter de ressasser. Je reviens encore sur cette expression. Glissant, hein. Oui, mais là, il y a eu effectivement cette... Moi, donc, en conséquence... mais pas seulement en conséquence, mais par conviction, dans mon programme municipal de 1989, discuté préalablement avec beaucoup d'associations que je connaissais, nous avons pris l'engagement qu'une fois élus, après 1989, on engagerait un travail de mémoire sur cette partie de l'histoire de Nantes. Et c'est ce que nous avons fait, avec une grande exposition, les Anneaux de la mémoire, puis des débats, des colloques, et puis les autres étapes, c'est-à-dire l'introduction dans le musée d'histoire de Nantes, qui n'existait pas, qu'on a constitué ex nihilo dans le château des Ducs de Bretagne, une fois sa réhabilitation terminée, puis le mémorial. Là, je passe vite sur les étapes. Mais est-ce que ça a divisé les Nantais? Au contraire, ça nous a rendus plus forts, ça nous a rendus plus lucides, ça a permis des débats, ça a permis des dialogues, ça a permis des initiatives, ça donne aussi de la notoriété à Nantes sur des bases très positives, de valeurs auxquelles nous croyons, et puis ça nous a donné des perspectives d'échange et de relations, notamment avec l'Afrique. Et c'est très important. Effectivement, vous avez raison, il y a eu une dimension internationale qu'il ne faut pas oublier dans cette démarche. Et bien entendu, à l'échelle nationale, cette dimension, il faut l'amplifier. Vous avez évoqué le mémorial nantais de l'esclavage. Cette fondation a un projet aussi à Paris. Oui, alors là vous avez cité les paroles du président de la République, Emmanuel Macron. Elles ont été prononcées, mais écrites surtout, parce que c'était important qu'il y ait une trace écrite de tout ça et qu'on puisse s'y référer, à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, avec une cérémonie au Panthéon. Pourquoi au Panthéon ?
Ça, c'était très important qu'on puisse. J'avais fait partie ça faisait partie des suggestions que nous avions faites à l'Élysée pour la commémoration du 170e anniversaire, qui est quelque chose au Panthéon. Parce qu'au Panthéon, il y a des grandes figures du combat abolitionniste. C'est très important qu'on est à la fois un pays, la France, qui a été capable d'organiser, de participer à la traite, au commerce triangulaire, et aussi à la mise en place de l'esclavage et à son développement. Mais en même temps, c'est de nos sociétés que sont parties des exigences de liberté et de respect de la personne humaine, quelle que soit l'origine. Et donc, c'est très important. Il ne faut pas oublier que la première abolition est décidée en 1794 par la Première République, votée dans les locaux de la Convention, qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui sont situés dans les jardins du Louvre. Et c'est très intéressant, aux Tuileries, et c'est très intéressant de rappeler qu'il y a des hommes et des femmes se sont levés, qui étaient parfois des personnes connues, brillantes, intellectuelles, je pense à l'abbé Grégoire, à Condorcet, mais aussi des gens plus modestes du peuple, qui revendiquaient cette abolition. Je prends un exemple, à Champagney, en Haute-Saône, dans un petit village, en 1789, en février, lorsque les habitants se réunissent pour rédiger les cahiers de doléances, dans ce cahier de doléances-là, il y a eu d'autres exemples comme ça, ils demandent l'abolition de l'esclavage. Il n'y avait pas d'esclaves à Champagney, mais ils avaient entendu parler de ça, de cette exploitation, de cette humiliation d'une partie de l'humanité par d'autres humains. Et c'est extraordinaire quand même. Donc après, l'histoire, elle pourrait être redite encore, mais il faut absolument la connaître, parce qu'après, il y a eu un retour en arrière. 1802, le consulat, Napoléon Bonaparte, premier consul, retour à l'esclavage. Puis, il a fallu attendre 1848. Donc, les combats ont été menés. Donc, les grandes figures, Abbé Grégoire, Condorcet, mais aussi Félix Éboué, Aimé Césaire, etc., sont au Panthéon ou représentés au Panthéon. Je crois que c'est vraiment très important que la France puisse revendiquer qu'elle a été à la fois la cause, mais aussi elle a eu aussi la capacité à porter la liberté. On va prendre une première pause musicale. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. Left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've got nothing to live for, looks like nothing's gonna come my way. So I'm just sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can do what 10 people ask me to, so I guess I remain the same. Oh, still here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam, just to make this a dark my home. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time.
is your radio. Ouais, c'est pas faux. EU Radio. EU Radio. En même temps, si tu le sais pas... Fréquence citoyenne. Vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne. Nous recevons Jean-Marc Ayrault pour parler de la nouvelle fondation de lutte contre l'esclavage, pour la mémoire de l'esclavage, pardon. Nous étions, avant la pause, en train d'évoquer le projet d'un mémorial pour l'esclavage au niveau national. Il y a celui de Nantes, bien sûr, qui existe déjà. Il y a celui de la Guadeloupe. Et il y a donc ce projet national. Vous aviez amorcé la question de sa localisation. Est-ce que vous pourriez revenir Oui, alors c'est vrai qu'il y a nécessité à créer un lieu symbolique. Un mémorial, c'est pas un musée. C'est le mémorial de Nantes complète le musée d'histoire de Nantes qui raconte cette histoire de la traite, de l'esclavage, de la colonisation aussi, qui poursuit cette histoire. Mais le mémorial est un lieu de méditation, un lieu de recueillement à des moments symboliques. Le 10 mai, par exemple, tous les 10 mai, il y a cette journée nationale désormais. Eh bien, ça se passe au mémorial de Nantes. Il n'y a pas de mémorial, en quelque sorte, national. Il y a des initiatives locales. La plus symbolique a été celle de Nantes. Vous avez parlé de Mémorial Acte en Guadeloupe, qui est à la fois un lieu de recueillement, mais aussi un musée aussi, en partie. C'est encore une conception différente. Mais à Paris, la capitale de la France, il n'y a rien. Il y a quelques plaques pour des noms, etc. Et donc, il y a nécessité pour... je dirais l'intégration dans notre mémoire nationale de cette histoire d'un lieu de recueillement. Il y a un projet qui est porté par des associations, mais qui peut devenir le projet de mémorial national, qui consiste à élaborer ce qu'on appelle un mémorial des noms. Il y a déjà quelque chose de ce type en Guyane. Vous savez qu'en 1848, lorsque l'abolition a été décrétée, peu de temps après, des noms ont été attribués aux anciens esclaves. Des noms qui n'étaient pas les noms des propriétaires, ce qui aurait été insultant pour eux, même s'il y a eu cette tentation, mais ça aurait été quand même indigne. Il y a eu des noms, mais de façon arbitraire. C'est comme ça qu'on a des noms étranges, parfois, qui sont donnés par l'inspiration de ceux qui les distribuaient, les officiers qui représentaient la République. Et donc l'idée d'une association, mais qui a nécessité un travail d'inventaire très précis, c'est d'élaborer un mémorial de tous les noms, de tous ceux qui, descendants d'esclaves, sont devenus des citoyens de la République. Et d'avoir un endroit où seraient écrits ces noms, territoire par territoire, département, bien sûr les actuels départements de Martinique et de Guadeloupe, la Guyane, mais aussi la Réunion, Mayotte, et donc qu'on puisse avoir ce lieu de rassemblement. La proposition qui est faite, c'est qu'il soit installé dans le jardin des Tuileries, tout près de l'endroit où était la Convention nationale qui avait décidé, voté la première abolition. Et donc, c'est très important. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, au Panthéon, a affirmé clairement son soutien à ce projet. C'est une bonne chose. Alors, il faut en discuter, bien entendu, très concrètement pour la mise en œuvre, avec le Louvre, puisque c'est eux qui ont la responsabilité du musée du Louvre, du jardin, et puis l'intégrer dans un ensemble patrimonial. Il faut en discuter bien sûr avec la ville de Paris, parce que c'est un partenaire essentiel, et puis bien entendu le ministère de la Culture et tous les ministères concernés. Mais c'est déjà un message important. Il y aura un mémorial national, et ça serait tout à l'honneur de la France de disposer d'un mémorial de ce type, parce que bien sûr on peut mettre une statue à Toussaint Louverture. J'ai vu qu'à Bordeaux il y a une petite statue mais c'est pas suffisant. Il faut que la République puisse assumer son histoire et montrer que nous avons été à la fois le pays de la traite et de l'abolition, de l'esclavage, mais aussi celui qui a décidé de l'abolition. Et il y a une échéance pour la réalisation de ce mémorial ? Je souhaiterais, pour ma part, que ça puisse être dans les 2 ans. Si c'est d'ici fin 2019-2020 que sans perte de temps, parce qu'il y a des procédures, c'est compliqué. Moi, j'ai l'expérience assez longue, d'ailleurs, de la mise en place du mémorial à Nantes. Il faut que ça soit moins long. Je rappelle quand même que le mémorial de Nantes est né aussi d'une volonté très très forte
d'ajouter aux salles du musée un acte symbolique. En 1998, il y avait eu un travail qui avait été réalisé par des artistes de l'école des beaux-arts pour symboliser l'abolition de l'esclavage. Et cette statue, alors en matériaux effectivement éphémères, avait été détruite par un acte malveillant et raciste. Et ça avait permis une prise de conscience. Et la ville de Nantes a organisé donc une commission que animait et présidait Yannick Guin, adjoint à la culture, qui a permis à des personnalités qualifiées et des associations de réfléchir à ce que pourrait être un futur mémorial. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu faire mûrir la réflexion. Puis ensuite, on a lancé une consultation avec les artistes du monde entier, et c'est Monsieur Vodisco qui a été choisi et qui donne un résultat, il faut le dire, assez convaincant. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que bien sûr, il faut le surveiller, mais il est quand même respecté et il est beaucoup visité. Et en particulier, il est visité par les scolaires, les élèves, pas seulement de primaire, mais aussi de collège, de lycée, avec leurs professeurs qui font un travail préparatoire, parce que vous savez que maintenant, même si c'est encore insuffisant, ça fait partie des objectifs de la Fondation, c'est la transmission du savoir, de la connaissance. Et c'est obligatoire maintenant dans les programmes scolaires, même si c'est encore trop modeste à mes yeux. C'est issu de la loi Taubira de 2001, puisqu'en 2001, la France reconnaît la responsabilité de la traite et de l'esclavage, et que la traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Mais dans la loi, il est préconisé d'organiser une journée nationale, c'est le 10 mai désormais, et puis aussi d'enseigner cette histoire dans les programmes scolaires. Il est aussi précisé qu'une journée nationale doit donner lieu sous l'égide d'un comité pour la mémoire à la remise de prix pour des classes qui concourent, un peu comme le concours de la résistance. C'est ce qui s'est fait cette année, le 10 mai. Et donc, c'est ça que nous voudrions amplifier. La Fondation a vocation à travailler sur la mémoire, la connaissance de l'histoire, l'éducation, mais aussi la recherche. Il y aura un conseil scientifique international, donc soutenir les travaux de recherche, soutenir les projets de thèse. Elle a aussi pour mission d'organiser des événements elle-même, mais aussi de soutenir toute une série d'initiatives qui peuvent être prises par des collectivités locales, par des associations dans toute la France, dans l'Hexagone comme Outre-mer. Est-ce que la Fondation va aussi se positionner à l'international? Absolument. Oui, certainement, et éventuellement nouer des liens avec d'autres organisations qui sont de même nature? Absolument, c'est indispensable. D'ailleurs, je me rendrai en septembre à Washington pour visiter le grand musée de l'histoire afro-américaine qui a été inauguré par le président Obama avant son départ, qui est un musée extraordinaire et qui parle de l'histoire américaine de l'esclavage, des questions du passé, des questions contemporaines, mais qui, bien sûr, démontre tout le lien avec l'Europe et l'Afrique. Et nous avons déjà des contacts. J'ai déjà rencontré le directeur, un des directeurs qui est venu à Nantes, d'ailleurs, le docteur Ellis, récemment, et qui est venu à l'occasion du 100e anniversaire du concert du siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette manifestation. Un concert de jazz en Europe, à Nantes, qui part de Nantes. 12 février 1918. Absolument, absolument. C'était une soirée formidable, et ce qui est très intéressant là, c'est que ça symbolise tout à fait aussi ce que nous voulons valoriser, c'est-à-dire la culture commune que cette histoire tragique a permis de créer. Et notamment dans le domaine musical, dans le domaine artistique sous toutes ses formes. C'était une forme de résistance, des esclaves qui n'ont jamais accepté leur soumission. Certains se sont battus, ont fui, ont conquis leur liberté, c'est ce qu'on appelait le marronnage. Et puis tous essayaient de survivre. Alors ils ont inventé des médecines avec des plantes qui peut-être étaient issues de leur culture d'origine. Ils ont inventé un langage, la langue créole, selon les endroits. Qui est aussi partie de notre patrimoine commun. Et puis ils ont inventé des musiques. Et le jazz en fait partie. Et ce musée de Washington va organiser l'année prochaine, en 2019, une très très grande exposition qui va porter sur la présence américaine noire en France et en Europe au moment de la guerre de 14-18, c'est-à-dire quand les Américains arrivent après 1917. Et c'est très intéressant, ce que me disait le directeur adjoint du musée de Washington, le Dr. Ellis,
c'est que les Noirs, les soldats noirs américains étaient fortement discriminés dans leur pays. Même dans l'armée américaine. On aurait pu penser qu'au combat, comme ça s'est fait en France, on pouvait transcender les différences. Mais pas du tout. Lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas droit à porter d'armes. On se méfiait d'eux. Et les Français ont dit, mais quand même, ils devraient combattre aussi. Et les Américains ont dit, d'accord, ils peuvent combattre, mais pas dans les troupes américaines. Si vous voulez, vous le faites, mais sous votre responsabilité. Donc c'est dans des unités françaises que les Noirs américains ont combattu. Et puis là, ils sont venus, mais avec leur tradition musicale, et ils ont fait découvrir au public français, puis ensuite européen, comme vous l'avez rappelé, le jazz. C'était une découverte extraordinaire. Et ça les a énormément touchés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient appréciés, qu'ils étaient respectés. Le maire de Nantes, Paul Bellamy, les avait invités le 12 février 1918 pour ce premier concert européen de jazz. Et quand ils sont rentrés chez eux, il y avait une forme de prise de conscience politique et civique qui s'était faite. Et le docteur Ellis me disait que ça avait contribué dans l'histoire américaine à la prise de conscience d'une mobilisation pour les droits civiques, beaucoup plus tard. Et on sait que ce combat, il a été très très dur et très long et qu'il n'est pas encore complètement terminé, ou du point de vue de l'égalité entre blancs et noirs aux États-Unis, qui a en quelque sorte pratiqué pendant longtemps l'apartheid. Ce qui n'est pas la situation française, c'est une situation différente. Donc c'est très important qu'on puisse échanger sur tout ça. Et il faut savoir que les soldats noirs américains, quand ils sont rentrés, ils pensaient être accueillis avec ferveur, et en fait, ça s'est mal passé pour beaucoup d'entre eux. Et ça m'a été raconté par un autre directeur du musée de Washington, que j'ai rencontré très, très récemment, monsieur John Franklin, et qui est venu souvent à Nantes. Il connaît très très bien ce que nous avons fait. Donc, il est passionné par le projet de fondation que nous voulons bâtir, que j'ai rencontré avec des donateurs américains très récemment, et je pense que là, c'est la symbolise très très bien la relation que nous pourrions tout à fait instaurer et développer entre la France, l'Afrique et l'Amérique. Et les Amériques. Et j'insiste bien sur les Amériques, parce que bien sûr, il y a le Brésil, qui est le pays qui a reçu le plus d'esclaves venus d'Afrique. C'était les Portugais, qui étaient les premiers responsables du commerce triangulaire en Europe, avant même la France. C'est l'Empire, les empires qui se construisaient, et puis, bien sûr, d'autres pays. Et alors, la Colombie, par exemple, va organiser en octobre une grande exposition, et cette exposition va être préparée avec le concours du musée de Nantes. Le musée de Nantes est maintenant devenu une référence scientifique sur ces questions de la traite et de l'esclavage. Donc vous voyez, c'est un travail de très très longue haleine et qui a de multiples ouvertures, de multiples opportunités, beaucoup d'opportunités. Récemment, le 10 mai, la ville de Nantes avait invité le maire de Ouida. Ouida, c'est un port du Bénin, d'où sont partis pratiquement 2 millions de captifs vers les Amériques. 2 millions, d'un seul endroit, le Bénin. Et Ouida veut amplifier son travail de mémoire et va travailler avec Nantes et bien sûr aussi la future fondation. Vous avez rappelé les Noirs américains. Jesse Owens raconte ça très bien quand il a été champion olympique dans l'Allemagne nazie, mais quand il est rentré aux États-Unis, il continuait de monter dans un bus réservé aux Noirs. Oui, vous voyez, c'est quand même terrible. Donc c'est une histoire, mais en même temps, je pense que c'était important que vous voyez bien toutes ces questions, si elles sont mises de côté, si elles sont enfouies, un jour ou l'autre elles surgissent et elles surgissent brutalement. C'est pour ça que la Fondation veut aussi un lieu de débat et de réflexion. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, ce n'est pas dans la concurrence des mémoires. Il faut vraiment se garder de cette concurrence des mémoires. Au contraire, c'est de parler d'une mémoire commune, d'une mémoire partagée. Mais si on ne le fait pas, à ceux qui nous disent non, mais c'est du passé, il ne faut pas parler de ça, puis vous avez toujours ces histoires de repentance, ils se trompent. Parce que quand cette nécessité de la mémoire ressurgit, elle peut surgir du mauvais côté, et nous ne voulons pas avoir une approche communautariste de la mémoire. Vous avez parlé de moyens matériels de cette fondation, il y aura aussi des moyens intellectuels. De qui vous serez entouré ? Il y a quelques experts déjà autour de vous, des historiens. Il y aura bien sûr des historiens, et pas seulement français. J'ai eu la chance, grâce à Nantes, là encore, de rencontrer des chercheurs africains remarquables, notamment un historien sénégalais,
Ibrahim Atioub, qui recteur de l'université de Dakar et qui est un grand chercheur concernant l'histoire de l'esclavage. Donc qui va très très loin dans les travaux concernant la partie africaine aussi de cette histoire, parce que c'est une histoire complexe, c'est une histoire de contradiction. Il y avait évidemment le rapport de force en faveur des Occidentaux, des Européens, qui arrivaient avec leurs armes, leur argent, leurs bateaux. Mais il y a eu aussi des collaborations avec un certain nombre de rois locaux qui ont livré une partie de leur peuple. Donc c'est une histoire douloureuse aussi pour les Africains. Alors elle est bien sûr, il ne s'agit pas de mettre tout le monde sur le même plan des responsabilités, mais c'est vrai que le travail qui doit être fait par les uns et par les autres ne peut être un travail libérateur et qui est parfois difficile et complexe, parce qu'on doit toucher là des questions sensibles. Donc il faut faire preuve de beaucoup de délicatesse et surtout s'appuyer sur une approche scientifique, c'est-à-dire pas improvisée. Et là, la place des chercheurs est très importante. C'est pour ça que nous voulons voir autour de nous ce soutien d'un conseil scientifique qui sera autonome, indépendant, mais composé et pluraliste. C'est extrêmement important et déjà de dimension internationale au début. Il y a aussi parfois des débats entre les chercheurs eux-mêmes. Absolument. C'est pour ça qu'il faut un pluralisme et accepter des entrées, des approches différentes. Et il faut que... Et puis, il y a la nouvelle génération aussi des chercheurs. L'Institut d'études avancées de Nantes accueille des chercheurs du monde entier et pas seulement d'Occident. Et ça, c'est très intéressant. On s'aperçoit qu'il est très, très important de confronter nos entrées, nos approches, y compris intellectuelles. Mais le fait de pouvoir le faire et d'en débattre est une force. Et ça, je souhaite que la Fondation puisse encourager. On va prendre une seconde pause musicale. Something like you, yeah. Someone said the world was up for auction sale. I think it's true. So come on, get it. We know how it's been. We've skated for so long. So come on, get it. And all the times you come into and from the town with it, and the fish is free. Yeah. The trouble is we wouldn't pay the ferryman something like me. So come on, climb it. We know how it's been. We skated for so long. So come on, get it.
The European radio of your city is EU Radio. Fréquence citoyenne. Fréquence citoyenne avec Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors, je voudrais revenir sur cette question d'histoire et de mémoire. Les débats sur la relation dialectique entre histoire et mémoire sont souvent assez vifs, hein, et vous savez mieux que personne que la pression politique du présent, des fois, pèse fortement sur la relecture du passé, surtout quand le passé passe mal. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, la République, c'est à la fois l'abolition de l'esclavage, mais c'est aussi le colonialisme. La société contemporaine, aujourd'hui, est celle du mélange, mais la question coloniale n'est pas forcément digérée. Quel va être le rôle de la Fondation pour faciliter, je dirais, la digestion un peu des préjudices historiques, notamment dans la jeunesse? Je crois que déjà le fait de raconter cette histoire, de s'approprier, de dire que c'est notre histoire, une histoire partagée, qu'elle a été aussi capable de produire des richesses, et des richesses qui sont dans notre patrimoine commun. Je pense à la dimension culturelle, ce que Édouard Glissant appelait la créolisation du monde. Ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, par exemple, on peut aborder la question de la francophonie dans ce cadre-là. La francophonie, c'est pas seulement la France hexagonale et même d'outre-mer. C'est une langue qui se développe, notamment en Afrique, hein, ou qui s'apprend dans d'autres pays. Et donc, il y a toute une réflexion, et j'étais récemment à Étonnant Voyageur, festival de Saint-Malo, où j'ai été invité pour présenter le projet de fondation. Il y avait un consensus qui s'est dégagé pour dire c'est pas la francophonie et la France qui dit voilà, on va défendre notre patrimoine et qui dicterait en quelque sorte aux autres pays qui possèdent et qui parlent cette langue française la ligne de conduite. Non, au contraire, c'est de dire c'est notre patrimoine que nous avons en commun. Comment peut-on inventer des formes nouvelles et qui ne soient pas limitées à l'histoire de la seule France, hein, et ça, c'est très intéressant. Il y a eu récemment le festival Atlantide à Nantes, dont le directeur artistique, c'est maintenant Alain Mabankou, qui développe exactement ça, c'est-à-dire sortir d'une approche néocolonialiste, en quelque sorte, de la francophonie. Bien sûr, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation internationale, qui a une dimension diplomatique. Il y a eu Leila Slimani, qui était chargée par le président de la République d'une mission. Mais je crois qu'il faut vraiment faire très très attention, parce que je pense en particulier à la jeunesse africaine. Si la francophonie est perçue comme ayant une approche néocolonialiste, ça ne passera pas. Et il faut donc accepter, nous, Français, que nous ayons bien sûr ce patrimoine qui est le nôtre, mais que ce patrimoine s'enrichit, se diversifie et s'amplifie d'une certaine façon par la créativité propre des pays, des nations qui utilisent cette langue, et qui est maintenant une langue encore plus riche, et qui a une manière de respecter. Et ça, je crois que c'est très important de pouvoir aborder. Alors là, la Fondation a tout à fait l'intention d'être un espace de dialogue et un espace de rencontre. Il faut des débats. Il ne faut pas avoir peur des débats. Il y a des sensibilités différentes, y compris au sein de la Fondation actuellement. Enfin, c'est pas encore officiellement une fondation, c'est un groupement d'intérêt public, il y a un conseil d'orientation où on a veillé à ce que la plupart des approches, des entrées soient représentées, même si on n'est pas toujours d'accord entre nous. Par exemple, sur la question des réparations. Il y a ceux qui disent réparation. Alors, certains pensent réparation financière et qui théorisent sur cette notion. Puis d'autres qui disent la réparation, c'est le travail de mémoire, c'est le travail éducatif, c'est le travail aussi de soutien qu'on peut faire pour les peuples qui ont été victimes de l'esclavage et colonisés, de les aider aussi à porter leurs propres projets et de construire leur propre destin. Ça peut être une approche. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'en débattre. La question de débaptisation des noms de rues ou des noms de... C'est un débat qui existe à Nantes. Oui, alors bon, moi, je veux dire, j'ai été élève du lycée Jean-Baptiste Colbert à Cholet. Vous savez, j'ai été au lycée à Cholet avant d'être à l'université de Nantes. Et pendant des années, c'est en arrivant à Nantes, enfin à Saint-Herblain et puis Nantes, grâce aux associations, que je me suis intéressé à cette histoire. Mais au lycée, on ne nous a jamais parlé du Code noir. D'ailleurs, dans les programmes scolaires, on n'en parlait pas. On parlait pratiquement pas de la traite et du commerce triangulaire et de l'esclavage. Il a fallu attendre la loi Taubira pour que ça soit officiellement dans les programmes. Donc, on avait la statue de Colbert. Et pour nous, Colbert, c'était le grand ministre de l'économie de Louis XIV. On apprenait ça de façon très rapide, d'ailleurs. Et on ne voyait pas qu'il avait été aussi le ministre de la colonisation de l'époque, et qu'il avait fait inscrire dans un document, le Code noir, le fait que l'esclave était un sous-homme, est un meuble, un bien meuble.
Donc moi, je ne suis pas pour débaptiser, sauf exception. Sauf exception, évidemment. Il peut y avoir quelques cas où c'est scandaleux, comme si vous aviez une rue Hitler quelque part. Bon. Mais Colbert, c'est l'histoire française complexe. Hein. Et donc, il faut expliquer. Colbert, grand économiste, grand ministre de l'économie, il a aussi une plaque au ministère de l'économie et des finances. Donc, on glorifie l'action qui a été la sienne. Oui, le colbertisme. Voilà, exactement. Mais on ne raconte pas du tout le code noir. Donc j'espère bien qu'au ministère de l'économie et des finances, il y aura une plaque qui sera modifiée pour expliquer aux visiteurs que Colbert, c'était ça aussi. Et donc si on enlève la statue de Colbert ou si on enlève le nom qui était donné au lycée Colbert, bah hop, on fait une opération, on fera peut-être une manifestation ce jour-là en disant on se glorifie d'avoir enlevé le nom, puis après, on aura oublié l'histoire. Au contraire, saisissons-nous de cette opportunité pour expliquer aux jeunes qui sont là et débattre avec eux est-ce que c'était peut-être part de notre histoire. Et ce débat, il a lieu aussi aux États-Unis, notamment au sud, dans le sud, vous savez, c'est très intéressant. Et il y a ceux qui disent non, il faut enlever les statuts de tel ou tel partisan de l'esclavage, puis d'autres qui disent non, il faut les laisser pour expliquer, pour pas oublier. Et est-ce que cette fondation, finalement, c'est pas un des éléments d'un nouveau récit national, enfin d'une nouvelle manière d'enseigner le récit national? Enfin, il y a des débats chez les historiens sur ce sujet, mais la question de l'esclavage, elle est au cœur de ça. C'est de ne pas laisser dans l'ombre des parts essentielles de notre histoire, parce que quand même, c'est plusieurs siècles d'histoire. Si on minimise, et surtout si on simplifie, et donc il faut aussi essayer de comprendre les mécanismes qui ont conduit à ça. Et pour qu'on soit maître de notre propre histoire, de notre propre destin aussi pour l'avenir. Donc ça demande un travail, d'abord le travail des historiens, qu'il faut encourager, aider, valoriser. Plus qu'une fait actuellement dans les universités françaises, on soutient aux chercheurs, parce que ça renvoie à beaucoup de questions contemporaines. Parce que tout le monde a besoin de savoir d'où il vient, quelque part. C'est comme un enfant né sous X, c'est quand même pas si simple que ça à vivre. Et à un moment, il y a une envie de connaître, de savoir ce qui s'est passé. Et si on ne fait pas, c'est de la souffrance. Et la souffrance, parfois, peut dégénérer aussi. Donc là, il s'agit vraiment d'être lucide. Et pas d'avoir une approche qui serait de distribution de bons et mauvais points. C'est plus parce que l'histoire, elle est complexe. Et c'est cette complexité qu'il faut arriver à dénouer. Parce qu'en dénouant les blocages, la méconnaissance, on aura une énergie nouvelle et qui nous rendra à la fois plus libre, mais aussi plus fort pour affronter les défis contemporains. Et vous avez été enseignant vous-même, vous savez que enseigner la complexité, c'est pas quelque chose de simple, surtout en histoire. Non, mais justement, il s'agit pas d'avoir une approche officielle de l'histoire. Enseigner dans les programmes scolaires, mais faire confiance aux historiens, la rédaction des textes. Enfin, je crois que c'est pas un travail qui doit être fait par les politiques, qui doit pas être partisan. Il y a certaines dérives. Je pense par exemple à la Pologne récemment, à propos des camps nazis en Pologne. Une loi vient d'être votée, puisque souvent on parlait des camps polonais, même si c'était pas les Polonais qui tenaient ces camps, c'était les camps nazis. Alors maintenant, il y a toute une série de sanctions qui sont prévues par la loi, s'il y a une dérive sur la manière dont on aborde ces questions. Donc là, je trouve ça vraiment extrêmement dangereux. Il faut le faire avec prudence et recul. Les lois mémorielles successives ne faut pas être multipliées. Alors je sais qu'il a été reproché par certains historiens d'avoir fait voter la loi Taubira qui reconnaissait la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais c'est une exception qui, pour moi, ne fait consensus. Parce que je rappelle que cette loi a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Donc elle fait consensus, elle fait unité. Et elle donne lieu justement à une manifestation nationale le 10 mai où sont rassemblés les Français autour des autorités de la République, et donc où les élèves reçoivent le prix du concours de la flamme de l'égalité, qui ressemble à ce que je disais tout à l'heure, le prix du concours de la résistance. Donc c'est fait de façon pédagogique, méthodique, rigoureuse. Et là, je pense que pour la France, dans sa diversité, c'est pas une faiblesse, c'est une force.
Sur cette question de l'histoire et de la mémoire, j'insiste un peu, mais Arte a diffusé un documentaire assez remarquable récemment qui s'appelle Les routes de l'esclavage et qui montre finalement comment l'esclavage a structuré toute l'histoire de l'humanité. Absolument. Et comment il s'est concentré sur le continent africain depuis la fin des empires c'est-à-dire de l'Antiquité. que vous avez tout à fait raison, l'esclavage a toujours existé. Bon, même à l'école, on apprenait l'esclavage que pratiquaient les Romains. Donc, c'est exact. Et je trouve que le travail qui a été fait par Arte, qui a demandé beaucoup d'investissement, qui a plusieurs années de travail pour faire ces 4 documentaires sur les routes de l'esclavage, et qui montre que la traite interne à l'Afrique démarre dès le 7e siècle, notamment par les Arabes, et là encore avec un système... de complicité. On livre un quota d'esclaves, etc. Bon, donc ça, c'est une histoire qui est peu racontée, en quelque sorte, ou pas assez. Et donc ça fait partie aussi de l'histoire africaine et des relations avec le nord de l'Afrique. Donc c'est une histoire à la fois douloureuse et complexe. Il faudra bien aussi qu'elle soit évoquée. Il y a aussi cette dimension... de l'océan Indien. La traite n'est pas que transatlantique. L'île de la Réunion, par exemple, a une histoire, un rapport avec l'histoire de l'esclavage qui est différente encore de celle des Antillais. Et ils y tiennent, que ce soit pris en compte. Donc cette complicité doit être absolument abordée, appréhendée. Cependant, ce que je dois dire à propos de la traite transatlantique, c'est que c'est la première mondialisation de l'économie à cette échelle. Et ça, c'est quand même spectaculaire. Quand on voit là, les liens entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, même l'Asie, et qui vont structurer pour la suite de notre histoire commune les relations et les échanges économiques mondiaux. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle, à nous contemporains. La mondialisation. On a l'impression que la mondialisation, c'est la mondialisation récente, capitaliste, etc. Pourrait presque dire après la Seconde Guerre mondiale, mais elle a commencé bien avant. La preuve. Parce que c'est très... Dans le film d'Arte que vous évoquez, c'est très impressionnant. D'ailleurs, tout le récit qui est fait sur la traite portugaise. C'est les Portugais qui... Il y a un épisode assez peu connu, finalement. Ah oui, mais c'est eux qui commencent. Et qui organisent à l'échelle mondiale ces échanges. Et puis, ils sont suivis par les autres, les Français. Alors, c'est pour ça que c'est pas qu'une histoire française. C'est une histoire française, c'est notre part de l'histoire, mais c'est une histoire européenne. Il est parti de Nantes à peu près 1700 navires négriers, comme on dit, etc. Mais de Liverpool, il en est parti 5000. C'est sans doute un des ports les plus engagés dans la traite. Et qui parlent ils ont un musée à Liverpool, que j'ai pas encore visité, mais qui paraît-il remarquable. Mais d'autres pays ont participé à la traite. Y compris les Danois, par exemple, ou les Suédois. C'est peu connu. Et puis, le soutien à la recherche que j'évoquais tout à l'heure, il est déjà fait par la petite structure qui s'appelle Comité pour la mémoire de l'esclavage, qui organise les cérémonies du 10 mai, le concours de la flamme de l'égalité pour les élèves, mais il y a aussi un prix de thèse qui est remis ce jour-là, et ce comité va fusionner avec la future fondation, donc qui amplifiera ses travaux. Mais là, vient d'être donné cette année un prix à une recherche tout à fait intéressante, d'un jeune chercheur qui a l'avantage de parler le français et le néerlandais, et qui a fait porter ses travaux de recherche sur les coopérations françaises et hollandaises sur la traite dans les territoires de l'océan Indien. C'est très très nouveau comme travaux, c'est très riche, très très intéressant, et ça donne une dimension. Alors, je peux vous dire que les Réunionnais qui étaient là, qui assistaient à ça, étaient touchés, parce que ils pensent à juste titre que leur part d'histoire dans cette traite, qui n'est pas que transatlantique, est un peu négligée. Et je pense que ce travail de recherche, vous voyez, qu'on soutient, et c'est assez remarquable, et en tout cas indispensable à la connaissance de l'histoire mondiale. Si on parle un petit peu de l'Afrique maintenant, l'Afrique contemporaine, comment cette question de l'esclavage est abordée? Parce que le colonialisme a aussi finalement séparé un petit peu les histoires de pays.
puisqu'ils étaient sous des influences différentes. Donc est-ce qu'il y a un travail collectif qui dépasse les initiatives de certains pays, comme vous l'avez évoqué ? Je ne sais pas s'il y a vraiment un travail collectif. Il y a des chercheurs qui font ce travail, mais les États le font plus ou moins. Il y a l'Union africaine qui est pas insensible à notre démarche, mais je pense que c'est différent d'un pays à l'autre d'Afrique. C'est pas uniforme. J'ai rencontré récemment une jeune femme écrivain, Eleonora Miona, qui a écrit beaucoup de livres, et dont un que je viens de terminer, qui est très très intéressant, et qui parle de son pays d'origine, c'est le Cameroun. Elle est née à Douala, et dans son enfance, on lui avait dit que, au fond, le Cameroun avait été épargné par cette histoire, qu'elle n'était pas concernée, que heureusement, elle était passée à côté. Alors, elle était enfant, elle a cru ce qu'on lui avait dit, mais c'était pas dans le débat public, en quelque sorte, dans la mémoire publique. Et c'était, en fait, elle a fini par se rendre compte que c'était une question qui était enfouie complètement et tue au Cameroun parce qu'il y avait une part honteuse de cette histoire. Et elle le raconte très très bien avec ses mots dans sa littérature. Et elle dit, l'échange que j'ai pu avoir avec elle, c'est qu'elle ressent en tant qu'individu, et donc c'est partagé aussi par d'autres, le besoin, la nécessité de cette libération par la connaissance de cette histoire. Alors elle le fait à sa manière, littéraire. Elle n'est pas chercheur, mais elle a quand même fait des travaux pour arriver à écrire cette histoire. Et c'est assez extraordinaire. Donc on sent que ces pays ont besoin aussi de maîtriser leur propre histoire. Et nous pouvons ensemble, de façon, je dirais, coopérative et respectueuse, l'aborder. Et je pense que nous ferons œuvre utile, à la fois pour nos pays, la France, l'Europe, mais aussi pour l'Afrique et le reste du monde. C'est d'être utile, c'est pas de simplement commémorer. C'est d'être, pour cette mémoire partagée, plus fort pour, encore une fois, je l'ai dit, mais je le répète, affronter les défis contemporains. Merci Jean-Marc Ayrault pour cette heure de conversation et bon vent pour cette fondation. Merci à vous. Nous, on se retrouve en septembre et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.